Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes bien sur Sabiopod, un podcast qui traite de science-fiction et de fantastique sur tous les supports possibles et inimaginables auxquels l'espèce humaine a pu penser jusqu'à présent. Alors, comme son titre l'indique aujourd'hui, nous allons parler des différentes adaptations audiovisuelles de Dune, donc que ce soit au cinéma, télé, puis cinéma à nouveau, à deux reprises d'ailleurs. Et il faut quand même bien indiquer que transposer un livre dans un autre médium est une opération bien délicate, pour paraphraser l'intro d'un film bien connu auquel, c'est évident, on va bien sûr faire référence. Donc, au vu des podcasts précédents que j'ai produits sur Frank Herbert, vous aurez compris que parler des adaptations de Dune et des adaptations audiovisuelles de Dune était un passage obligé. Comme vous l'aurez aussi compris, j'ai tout de même préféré prendre un peu de temps et réagir à froid, plutôt que d'être dans une spontanéité. Enfin, bon, je me suis permis d'être spontané sur Facebook quand je suis allé voir le film, etc. J'ai dit ce que je pensais à chaud, du film. Ça m'a pas posé plus de soucis que ça, mais forcément, comme ce sont des éléments culturels qui ont de l'importance dans ma vie, j'ai décidé de prendre le temps de la réflexion avant de poser un certain nombre de mots un certain nombre de mots sur mes impressions et un certain nombre d'opinions, puisque ce ne sont que les miennes, bien sûr, concernant les différents films. Je vais commencer par parler du premier film que Denis Villeneuve a adapté en 2021, donc Dune Part 1, ou la première partie de Dune, puisque ce sont deux films, donc il y a deux parties. Le livre a été séparé en deux parties, ce que je trouve être un choix intelligent, au passage, parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire dans ce bouquin qui est relativement épais, et finalement de le diviser en deux parties, à contrario de ce qui a été fait précédemment, c'était pas une mauvaise idée, c'était même, je pense, quelque chose de nécessaire. D'autant plus que à chaque fois on passe les 2h30, je pense, dans les deux. Je me souviens plus pour le premier, mais on est entre 2h10 et 2h30 aussi, voire plus. Je ne veux pas dire de bêtises, forcément. Quand on veut pas dire de bêtises, il faut aller voir les références, parce que si on va pas les voir, on a du mal à le savoir. Alors, oui, donc on est bien à 2h35 pour le premier, on est à presque 3h pour la deuxième partie, donc qui est sortie en 2024. Donc en effet, il y a 5 heures de programme, quoi, à peu près, voire un peu plus. Donc c'est pas en termes de contenu et du nombre d'heures qui sont à votre disposition, c'est quand même des films qui sont ambitieux. Ce sont des films aussi qui sont coûteux, avec certains budgets. Il faut aussi reconnaître ces aspects-là. Ce qui n'est pas fait pour déplaire aux fans du livre comme moi, c'est évident, puisque on a envie d'avoir de très belles adaptations et des choses intéressantes à voir. Donc, je tenais par indiquer que pour cette adaptation, cette première partie, la narration, le storytelling se veulent très efficaces. On n'est vraiment pas dans des espèces de détails qui n'en finissent plus et des détails qui n'ont aucune importance. Non, là au contraire, on est dans un propos qui est relativement resserré. Le Dune de Villeneuve ne met en scène que ce qui fait avancer l'histoire, notamment et surtout visuellement, ce qui est un parti pris qui peut s'expliquer, qui est tout à fait justifiable, qui a ses défauts aussi, et j'y reviendrai. Pas énormément de défauts, mais quelques-uns qui auraient pu avoir leur importance. L'autre élément aussi dont il est difficile de ne pas voir la présence, c'est le côté business de l'ensemble de l'histoire, qui est bien plus présent que dans les précédentes adaptations. Je pense d'ailleurs que Denis Villeneuve est quelqu'un de bien plus au fait de ces éléments-là, de la partie business des choses, comme il a montré quand il a protesté du fait que le premier film allait passer en streaming directement plutôt que d'abord en salle. Il a protesté, je pense qu'il y a eu quelques réactions, même si je pense qu'il y a eu un délai d'un mois qui a été effectué, puisqu'effectivement la chronologie maintenant de sortie de film, elle est relativement resserrée entre les sorties en salle et les sorties en streaming. Et parfois, les deux se font en conjonction, ce qui n'était pas quelque chose qu'il était de nature à apprécier, puisqu'il voulait d'abord une sortie filmée, enfin une sortie du film dans les salles de cinéma. Ce que je peux aussi tout à fait comprendre, puisque d'abord le partage financier n'est pas le même.
Enfin, il y a tout un aspect business aussi. Il faut pas. Il y a des raisons il y a des raisons valables qui sont données et des raisons qui sont indiquées au public qui ne sont pas aussi, comment dire, il y a aussi des raisons de business qui ne sont pas indiquées parce qu'elles n'ont pas nécessairement besoin d'être indiquées, tout simplement. Les gens n'ont pas nécessairement besoin de comprendre l'ensemble des partages l'ensemble des partages de valeur qui s'effectuent entre un streamer et entre les salles de cinéma. C'est pas du tout les mêmes pourcentages, etc., etc. Mais on ne va pas rentrer dans ce type de détails. Ce que je voulais juste dire, c'est que le film lui-même a l'air d'être bien plus conscient de ses parties business que ne l'était le premier. Sachant que, enfin, si on se réfère au livre, les aspects financiers, monétaires, d'accaparement des ressources, etc., sont des thématiques importantes dans le livre. Elles le sont dans le bouquin, dans l'adaptation de Lynch, mais c'est pas quelque chose qui est nécessairement toujours au premier plan. Voilà. Donc je tenais là on sent que si vous voulez, toutes ces préoccupations, elles sont dans la tête des gens, dans le film de Villeneuve, de Denis Villeneuve. Et je pense que c'était important de le signaler. Et ce qui, hélas, aussi a pour conséquence, c'est qu'on perd beaucoup de nuances. C'est évident que le livre de Frank Herbert est relativement touffu et on perd en nuances. Bon, qui sont heureusement bien présentes dans les bouquins, donc finalement, on ne va pas se plaindre, car comme dans la vie, on ne peut pas tout avoir. Alors, ce que l'on peut remarquer concernant cette première adaptation de Denis Villeneuve, c'est que le design dans son ensemble est remarquable. Les choix graphiques effectués sont clairs, sont très lisibles. On peut, s'il y a bien quelque chose sur lequel on ne peut absolument faire aucun reproche, c'est bien cet aspect-là. Que ce soit le design des ornithoptères, surtout d'ailleurs le design des ornithoptères, Atréides ou Arconèdes, insectoïdes à souhait, ce design-là, ces designs-là sont remarquables. Entre la guêpe racée et le cul d'une grosse mouche, on sent quand même, c'est évident quand même, les inspirations du passé. D'ailleurs, au passage, quand je parle d'inspiration du passé, c'est plutôt celles qui viennent du jeu vidéo, paradoxalement. N'oublions pas, enfin, j'ai sensiblement le même âge que Denis Villeneuve, donc on a vu, je pense, les jeux vidéo qui sont sortis sur Dune à la même époque, donc entre 90 et 92. Vous avez un jeu de cryo interactive, un jeu d'aventure-action ou d'aventure-gestion plutôt de cryo interactive en effet, dont le design initial a donné un ordinateur, il faut quand même le signaler, qui était vraiment sympathique pour l'époque. Il faut aussi se rappeler que ce design en particulier a plus de 30 ans. C'est incroyable comme le temps passe vite, mais c'est comme ça, la nature étant ainsi faite. Et je pense que la plupart des gens ne se rendent pas compte d'ailleurs à quel point réussir ce design, que ce soit en 2 dimensions, puis en 3 dimensions, pour ensuite l'intégrer dans un plan filmé, ça vend quasiment l'ensemble du film. C'était le point graphique essentiel à réussir. Parce qu'à partir de là, à partir du moment où vous êtes capable de vendre cet aspect-là qui n'avait pas été réussi dans les films précédents, le reste est tout à fait faisable. Surtout en comparaison, en effet, du film de David Lynch. Alors, il va falloir que j'en parle un petit peu, et je vais me différencier, je pense, d'un certain nombre de propos officiels que j'ai pu entendre ici et là. Donc, petite remarque, en effet, sur ce film de David Lynch, je l'ai vu 6 mois après avoir lu le bouquin. Donc, vous vous rendez bien compte, c'est qu'à 15 ans, moi, j'ai personnellement, et je pense que les gens de mon âge, qu'ils en soient sortis déçus ou pas, étaient trop contents de voir une adaptation, même si mes capacités d'évaluation d'un film et du film en question en tout cas était tout de même assez limité. Il est évident que je n'étais pas totalement satisfait de cette adaptation, alors notamment les ornithoptères, mais j'étais content qu'elle existe et que j'ai pu aller la voir à l'époque, parce qu'il n'y avait pas d'adaptation de Dune. Enfin, il faut remettre les choses dans leur contexte. Vous avez un bouquin qui est extraordinairement foisonnant, avec énormément de thématiques, enfin pas nécessairement énormément de thématiques, mais avec un aspect multicouche social, économique, financier, psychologique, spirituel, stratégique, militaire, tactique, etc. Vous avez cet ensemble-là, cette espèce de multicouches intellectuelles à comprendre, et personne n'avait adapté ce livre en film. Donc rendez-vous compte de la tâche qui incombe à l'auteur en question, David Lynch, d'adapter le bouquin et d'en faire quelque chose de digeste pour des adolescents, parce que c'était, je pense, pas nécessairement juste la seule cible, mais en tout cas la cible essentielle qui était visée, puisque à l'époque, comme je vous ai dit,
Le bouquin était sorti en livre de poche, et d'ailleurs précisément en France, dans les éditions du livre de poche. Et ouais, voilà quoi. Donc ça veut dire qu'il était accessible à des millions de gens. Donc c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est qu'il y avait une attente des gens de ma génération qui était importante du fait d'avoir un film comme ça. Enfin, en tout cas pour ceux qui avaient été marqués par le livre, d'avoir une adaptation qui vaille plus ou moins la peine d'être vue et d'être poursuivie au cinéma, quoi. Autant il y a des choix de design qui m'ont laissé perplexe à l'époque, notamment l'ornithoptère, en effet, que j'ai vraiment trouvé bien trop cubique pour l'époque. Même pour l'époque, c'était vraiment... c'était vraiment pas ça. Autant il y en a d'autres qui m'ont semblé vraiment pertinents. Je veux dire, il y avait une exploration, une suggestion d'exploration de l'aspect spirituel, hein, puisque vous avez à plusieurs reprises cette fameuse sentence, le dormeur doit se réveiller. Et ce message quasi subliminal avait son intérêt pour l'adolescent que j'étais dans les années 80. Donc, ne serait-ce que pour ça, je ne rejetterai pas le film et l'adaptation de Dune par David Lynch, parce que je pense qu'il y avait quelques bonnes choses dedans, que tout n'était pas parfait, que effectivement les aspects science-fictionnels purs et durs n'étaient pas aussi bien construits que l'on peut les construire aujourd'hui, c'est évident. Je pense aussi que David Lynch a dû naviguer avec un producteur qui était bien trop dans une posture de contrôle et qu'il n'a pas pu exprimer tout le talent qui est le sien et dans son entièreté. Je pense qu'on aurait eu d'ailleurs quelque chose de totalement psychédélique s'il avait pu avoir cette possibilité, ce qui aurait peut-être été pas plus mal finalement. Enfin, je dis ça comme supposition, comme hypothèse. Je pense pas nécessairement que ça aurait été une possibilité, mais ça aurait été sympathique en tout cas. Voilà. Même si je pense éventuellement que en tant qu'adolescent, j'aurais détesté. Je pense que la personne plus âgée, en tout cas, que je suis devenu, aurait peut-être apprécié, sait-on jamais. Sachant que les films de Lynch, celui-ci n'est pas passé comme une lettre à la poste. Par contre, les films qu'il a fait, les séries télé comme Twin Peaks, et les films qu'il a fait sur Hollywood, sont des films, c'est difficile de passer à côté, quoi. C'est quand même des choses qui valent la peine d'être vues, qui valent la peine qu'on en discute, et on peut passer beaucoup d'heures à se torturer les ménages pour essayer de savoir ce qui s'est produit, comment, pourquoi, de quelle manière, quelles relations, les personnages, etc. C'est un autre sujet, mais je tenais à l'évoquer parce que, enfin, je pense que c'est la faute à pas de chance, quoi. C'est-à-dire c'est un ensemble de contraintes et de l'époque et technologiques et de contraintes financières et de contraintes aussi de pouvoir qui ont fait que le film n'a pas pu arriver au sommet qu'il essayait d'atteindre. Et dans ce sens-là, bien sûr, c'est dommage. Mais comme je le disais justement sur le côté psychédélique, pour ce qui est du voyage intérieur, celui qui permet d'éclaircir l'esprit tout en se plongeant dans ses méandres, le film de Lynch marque quand même des points plutôt sérieux par rapport à d'autres adaptations. Il faut aussi être très clair par rapport à ça. C'est bien là la difficulté de l'œuvre de Frank Herbert. On y trouve en effet différents niveaux de lecture, différentes thématiques qui pourtant s'imbriquent plutôt bien les unes aux autres. Comme je l'ai dit, je vais passer outre ce qui ne marche pas dans le Dune de Lynch. Tout a d'ores et déjà été dit. C'est inutile d'en rajouter. Ce n'est pas mon propos. Je tenais juste à indiquer que le soundtrack, la bande originale, donc produit par Toto, restera pour toujours, et je dis bien en ce qui me concerne, pour toujours, une de mes bandes originales favorites. Je veux dire, c'était, comment dire, il y avait une vibe particulière, il y avait des aspects, je veux dire, je connaissais pas Tangerine Dream à l'époque, par exemple, et je m'y suis intéressé après. Donc il y a tout un aspect, un certain type de musique synthétique auquel je me suis intéressé après avoir écouté le soundtrack de Toto, sachant que, bon, il y avait quand même pas mal de guitares, etc. à l'intérieur, mais il y a quelques tracks qui étaient beaucoup plus relaxants que d'autres et que j'ai beaucoup apprécié pour ses qualités. Ça aussi, je tenais à le dire. On a tous, je pense, enfin tous les gens qui sont fans de ces films-là ou de cet univers-là ont bien vu les réactions de Denis Villeneuve qui indiquait qu'il n'avait pas apprécié le film de David Lynch. Alors, c'est certainement le cas, c'est certainement vrai. Et c'est bien d'ailleurs quelque chose d'intéressant à signaler parce que les deux films qu'il a produits et dirigés, donc Dune 2021 et 2024, ce sont des films qui existent aussi en réaction aux films de Lynch. Si vous regardez bien, si vous faites bien attention, ce sont des contrepoints qui réagissent et sont construits
pour éviter l'échec qu'a pu subir l'adaptation faite par Lynch, puisque, comme j'en suis à parler d'ailleurs au passage des différentes adaptations de Dune sur écran, il me faut aussi évoquer la mini-série de Dune qui a été produite par le Sci-Fi Channel, dans laquelle vous pouvez trouver un jeune James McAvoy, jeune acteur écossais, si ma mémoire est bonne. Et pareil ici, pour ceux qui ont vu l'œuvre, bien que très limité dans ses moyens, ils se sont offerts néanmoins des acteurs comme William Hurt, McAvoy, que j'ai cité précédemment, William Hurt dans le rôle de Duke Leto. Le Dune de Villeneuve pioche aussi un zeste d'inspiration dans cette série, notamment lorsque Leto, dans les deux adaptations, repère des signaux lumineux codifiés qui se reflètent sur les parois rocheuses de la forteresse d'Arrakeen. Donc, bien sûr, il faut avoir vu la mini-série en question, que vous pouvez trouver en DVD, je pense que ça doit encore se trouver. Alors, ceci étant, ce qui par contraste donne plus de valeur aux deux films, Dune 1 et 2 développés par Denis Villeneuve, ce sont en effet les rituels qui, clairement, dans ce cas précis, sont des rituels qui paraissent crédibles, et ce sont des rituels qui essaiment les deux films, hormis un dont je vais parler un petit peu plus tard, mais hormis cela, ça frise la perfection et le goût du détail, et pour moi il est évident que c'est la qualité essentielle du film, de ces deux films, une attention de tous les instants sur l'esthétique, et spécifiquement dans les moments les plus signifiants. Alors, c'est vraiment indéniable que le travail effectué par Denis Villeneuve en matière de choix esthétiques sont vraiment là. Il y a un côté très homogène, malgré les différences marquées entre les différentes factions. Pour les vaisseaux spatiaux notamment, Denis Villeneuve est évidemment bien plus à l'aise dans ce segment de la réalisation. Je tiens à signaler quand même qu'il y a une multiplicité de designs qui s'est effectuée ces 25-40 dernières années, qui a été tout le moins impressionnante, et pas juste dans le cinéma et la télévision. Je tenais aussi à le signaler, je pense évidemment, et notamment aux jeux vidéo. Encore que les choix effectués par Denis Villeneuve et son équipe sont loin d'être évidents, il y a vraiment eu l'envie d'épurer un propos complexe de la part de Frank Herbert, et dans ce sens, Denis Villeneuve a réussi un pari difficile. Je pense que c'est aussi le problème central, et je l'ai dit au départ, de cette adaptation, c'est-à-dire que la volonté d'épurer un propos pour le moins complexe, ce qui était la tâche essentielle à réussir, je veux dire, si on essaie de se mettre à sa place, ne serait-ce que 2 secondes, on se retrouve avec un bouquin qui est éminemment complexe. L'objectif, c'est de trouver une ligne directrice qui traverse l'ensemble du livre et de se séparer de tout ce qui ne permet pas de faire avancer cette ligne directrice. C'est évident. Il y a des événements qui se greffent, des personnages qui se greffent à ces événements et qui permettent de suivre cette ligne directrice, mais il est évident qu'il ne peut pas se perdre dans un certain nombre de détails qui ne lui permettent pas ou qui ne lui permettaient pas d'avancer scène après scène ce qui devait être le propos du film. En même temps qu'il fait ça et qu'il maintient ce cap-là parce qu'il doit le maintenir et je suis tout à fait avec lui dans ce sens-là, mais en même temps qu'il fait ça, il simplifie le propos. Il simplifie le propos de l'adaptation par rapport au livre. Alors on est tous d'accord que si on veut la complexité par rapport à une certaine simplicité qui se retrouve dans l'audiovisuel, on n'a qu'à se référer au bouquin. Et dans ce sens-là, je suis d'accord. Je pense qu'il y avait la possibilité, non pas de faire autrement, mais d'intégrer certains éléments, et je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Mais c'est finalement quand même ça que je voulais dire, et que j'ai eu du mal à formuler ces derniers mois, et c'est pour ça aussi que j'ai pris le temps de la réflexion. C'est qu'est-ce que je n'aime pas dans cette œuvre, et en fait c'est pas vraiment la question, c'est plutôt qu'est-ce qui me manque, parce que initialement le spectacle je l'ai trouvé sublime, quoi. J'en ai pris plein les mirettes, voilà, j'avais la tête qui tournait quand je suis sorti du cinéma en disant waouh, enfin j'ai vu quelque chose comme ça, c'est quelque chose que j'attendais depuis longtemps, c'est quelque chose que des tas de fans et des millions de fans attendaient depuis des dizaines d'années, donc c'était génial dans ce sens-là. Mais j'avais toujours cette espèce de sentiment comme quoi il manquait quelque chose, il y avait quelque chose, j'étais pas totalement satisfait. Donc c'est important quand on a ce type d'impression, d'avoir une réflexion par rapport à ça et de se dire mais pourquoi est-ce qu'il me manque quelque chose alors que graphiquement c'est une tuerie. Il est évident que bon, il y a d'autres aspects que les aspects esthétiques,
et on va encore une fois y revenir. Je ne veux pas vous faire trop attendre, c'est pas la question, mais je veux bien faire comprendre mon propos, en fait. C'est que mon propos n'est pas de dire le film n'est pas bon, mon propos est de dire le film est arrivé à réaliser quelque chose, donc Denis Villeneuve est arrivé à réaliser quelque chose qui n'avait pas été fait précédemment, mais il manque encore quelques éléments qui auraient pu être intégrés et qu'il n'a pas fait parce qu'il devait maintenir un certain cap et qui ne se sont pas posé les questions d'autres questions par rapport à ça. Que je peux, ce qui est tout à fait légitime, si on s'imagine ne serait-ce que 2 secondes à sa place, avoir géré une attente des fans à ce point-là, gérer un budget, gérer toutes les contraintes de production, etc., etc., et avoir à prendre des décisions, parfois assez rapidement pour avoir quelque chose. Enfin, même si tout était prévu, même si tout a été bien réfléchi, même si ça a été, comment dire, même les décisions de design ont été plus ou moins prévues à partir du moment où le scénario était développé, il a fallu il a fallu couper, quoi. Mais encore une fois, la notion de couper dans le vif du livre ne veut pas dire certaines choses. Et c'est bon, c'est pour ça que je tiens à aller jusqu'au bout de mon raisonnement. Excusez-moi, je digresse un peu, on va revenir sur l'essentiel. Donc, bien sûr, j'ai adoré la richesse visuelle, et comme je le dis, je n'étais pas vraiment satisfait. Donc j'ai fini par comprendre ce qui me manquait. Et alors, petit aparté, comme tout le monde, j'ai participé à ce qui se passait sur Facebook, aux discussions. J'ai vu des tas de choses sur Shani qui étaient très désagréables à voir, mais c'est pas grave. Je veux dire, c'était tout à fait compréhensible de comprendre pourquoi Shani était dans le conflit avec Paul à la fin. Je veux dire, il lui faut une caution, comment dire, aimante, mais qui se met contre lui aussi. C'est tout à fait légitime, ça se comprend tout à fait. Bref, tout ce que j'ai pu voir sur Facebook, sur les groupes, puisque je suis inscrit plus ou moins, enfin pas à tous, mais à une bonne partie, ou en tout cas l'essentiel, donc j'ai pu me rendre compte qu'il y avait des tas de discussions qui étaient un peu à côté de la plaque. Alors vous avez toujours ces gens qui sont là, ouais, mais il n'y a pas cette scène, il n'y a pas cette scène, il n'y a pas cette scène. Et donc, effectivement, il n'y a pas l'intrigue entre Duncan Idaho et Jessica, même si elle aurait été sympathique, mais je veux dire, il faut faire des choix, ça ne fait pas avancer l'histoire, donc on ne met pas. Les scènes avec le comte Fenring auraient été sympathiques également, et on sait maintenant qu'elles ont été filmées, mais elles n'ont pas été intégrées au dernier montage, donc c'est pareil, il fallait faire avancer l'histoire. Si on peut avoir un film en moins de 3 heures, c'est pas plus mal pour un certain nombre de places de cinéma pendant un certain temps, faut pas oublier ces aspects-là. Alors, j'ai vu peut-être une fois ou deux des gens qui disaient que la fameuse scène du banquet sur Arrakeen, organisée par le duc Leto et Dame Jessica, personnellement c'est pareil, c'est la seule scène du livre que j'ai trouvée, et je l'ai dit dans le podcast sur le livre, que je trouve plutôt très artificielle, et qui, pour ma part, aurait potentiellement alourdi le film. Ce que j'aurais peut-être éventuellement, la seule scène que j'aurais éventuellement appréciée, en plus, c'est la découverte de la serre par Jessica aurait été une source visuelle de contraste avec l'extérieur de Dune. Parce que ce qu'on voit dans le film, c'est le manque d'eau, mais on ne voit pas l'eau comme une richesse. On voit l'eau comme un manque, puisque les Harkonnen, etc., se font soutirer leur eau pleine de produits chimiques. Je crois en tout cas que cette scène avec Jessica en intérieur, dans cette serre, c'est une scène qui a été filmée. Et quelques secondes, ne serait-ce que quelques secondes dans cet endroit, n'auraient pas fait de mal. Même sans aucune autre raison que la contemplation. C'est vraiment la seule scène que je regrette de ne pas avoir vue dans le film, d'autant plus que en moins d'une minute, elle permettait justement d'intensifier ce contraste entre la sécurité, le fait que l'eau soit accessible à l'intérieur du palais, et l'extérieur qui est d'une grande aridité sur Dune. L'eau est une richesse et on ne le perçoit peut-être pas suffisamment dans le film. Voilà. Donc j'ai aussi donc sorti de ça, bien sûr, j'ai pas pu m'empêcher de faire, enfin sur ces fameux groupes, de dire que c'est dommage que les scènes d'orgie dans le siège Tabre et ailleurs, on n'y ait pas eu droit. Je veux dire, ça aurait été compliqué à mettre ça dans un film disponible pour tout un chacun et pour les moins de 13 ans également. Mais bon, bref, petit aparté étant fini, je veux dire, voilà, il y a eu tout un éventail, toute une discussion, et j'ai pas trouvé ces discussions très très constructives, si ce n'est dire, chacun était là pour dire ouais, telle scène. Bon, pourquoi pas, mais je veux dire, non, ils n'avaient pas le choix, quoi. Il fallait faire avancer l'histoire. Donc, dans ce sens-là, je suis en parfait accord avec les décisions qu'ils ont pu prendre, quoi. J'ai aussi beaucoup aimé les extérieurs, par contre, donc qui sont effectivement
la signature de Denis Villeneuve pour ce film, qui sont du brutalisme, le brutalisme sur Arrakeen, avec des inspirations de Giger sur Giedi Prime. Donc, bon, je n'ai pas été complètement satisfait pour les intérieurs. Et disons plutôt, alors, c'est pas tant les intérieurs, c'est que c'est plutôt l'aspect social et civilisationnel, et c'est de toute façon quelque chose qui manque dans les livres aussi. On parle à un moment donné des villages. D'ailleurs, vous avez Kynes qui parle des villages à un moment donné, mais c'est en coup de vent, quoi. Et c'est pareil dans le bouquin. C'est-à-dire qu'on ne voit pas les différents liens sociaux qui existent avec les différentes parties de cette société qui se trouve sur Dune. On voit juste un certain nombre de groupes qui sont plus ou moins en conflit ou plus ou moins en paix avec les uns avec les autres. C'est tout ce que l'on voit. Et c'est d'ailleurs ce que le fameux repas était censé symboliser, et que pour ma part, comme je vous l'ai dit, ce repas n'est jamais arrivé à symboliser cet aspect social et civilisationnel, que ce soit en image ou dans le texte original au passage. Puisque, comme je l'ai d'ores et déjà dit, on ne voit rien de l'activité de la ville d'Arrakeen, on ne sait si c'est une ville ou une simple forteresse, aucune dynamique, aucune interaction sociale. Donc c'est peut-être dans ce sens que l'ensemble de la ville d'Arrakeen ne paraît pas entièrement réel. Alors oui, cela aurait allongé un peu plus le film, le compromis a donc été de couper. Mais il y a une scène, un rituel qui m'a posé un problème. Alors c'est pas au premier visionnage, c'est pas la première fois que je l'ai vu. Je pense que ça en surprendra un certain nombre d'ailleurs d'entre vous, c'est que la première scène où Paul va voir la révérende mère Hélène Gaius Moyam m'a profondément dérangé. Et alors, je tiens à préciser, c'est pas la rencontre elle-même, je m'explique. Je connais cette rencontre, je l'ai lue à plusieurs reprises, donc ce n'est pas ça. Alors, de quoi il s'agit? Eh bien, elle rencontre Paul dans une bibliothèque. C'est supposé être une librairie-bibliothèque, donc un endroit comme ça doit être un endroit relativement agréable, dans lequel on a envie de passer du temps, et des heures pour étudier, pour que quelqu'un vous donne des leçons, etc. Donc quand vous voyez cette bibliothèque, quand vous voyez cette plus ou moins librairie ovale, etc., qui est d'une grisaille absolue, tout est gris, tout est lugubre. Et encore une fois, au premier visionnage du film, c'est pas du tout qui vous vient en tête, en effet. Vous pensez à ce qui se passe entre Paul et la révérende mère, donc supérieure, donc vous pensez pas à autre chose. Mais après avoir revu le film, l'impression qui reste en effet est celle d'un décor qui n'a de justification que la scène qui s'y trouve. La librairie-bibliothèque est grise, sombre, lugubre, du sol au plafond, hormis les étagères de livres qui la décorent, entre guillemets. Et clairement, mais très très clairement, je ne connais pas grand monde qui aimerait passer du temps, voire des heures, à lire ou étudier dans un endroit pareil, c'est une évidence. C'est le seul impair dans les deux films. Alors, encore une fois, la scène est super bien jouée. Je suis pas en train de dire que c'est pas les acteurs qui sont en cause là, c'est le choix de décor. C'est-à-dire que, en fait, le décor renforce le côté lugubre de la scène des échanges qui se produisent entre Paul et Hélène Gaius Moyam. Et c'est un problème pour moi, parce que en fait, l'endroit ne correspond pas à la réalité de ce qu'il doit être. Form follows function. Et la fonction d'une librairie, d'une bibliothèque, c'est d'être suffisamment agréable pour qu'on puisse, qu'elle soit publique, qu'elle soit privée, pour qu'on puisse y passer un certain nombre d'heures pour y travailler. Eh bien là, c'est pas le cas. Là, on est dans une espèce presque de salle ovale de prière lugubre qui a des siècles et des siècles, et dont on ne sait pas en fait s'il y a des gens qui ont envie d'y passer du temps ou pas. Donc moi, ça m'a posé un problème, parce que je trouve cet endroit irréel, en fait presque dans l'excès théâtral, et je m'explique. Tout rituel socio-psychologique doit avoir un certain décorum, en effet. C'est également ça qui fonctionne parfaitement dans Dune. La partie 2, les rituels sont précis, les lieux adéquats correspondent à ce qui doit s'y passer, mais la bibliothèque de Castel Caladan, non. Ici, le design ne correspond pas vraiment à la fonction de la pièce. Le design correspond à l'action lugubre qu'Hélène Gaius Moyam s'apprête à effectuer. C'est une scène qui est jouée superbement, et je suis très mal placé pour venir critiquer quoi que ce soit à ce niveau-là, que ce soit par Charlotte Rampling ou par notre jeune acteur dont j'ai un trou de mémoire sur le coup, vous m'excuserez, mais bon, il est suffisamment connu maintenant pour que je fasse un impair. Il est important aussi de noter, ça peut paraître un détail, mais quand vous avez vu ça, quand vous vous êtes rendu compte de ça dans le film, une fois,
C'est impossible d'en faire abstraction. Alors désolé, je vais gâcher la fête pour tout le monde, mais à partir du moment où vous voyez ça, vous vous rendez compte de ça, vous faites mais ouais, c'est évident, l'illusion, elle passe pas quoi. Alors elle passe plus ou moins la première fois que vous voyez parce que vous attendez tellement de cette scène que forcément vous faites pas attention. Mais dès lors que vous prenez un peu de recul, sur le deuxième ou troisième visionnage, boum, de suite, vous voyez la chose. Alors, un autre élément aussi qui ne m'a pas totalement convaincu, et sur lequel j'ai râlé dès la première fois d'ailleurs, enfin râlé, c'est un grand mot, disons que je me suis permis de faire un certain nombre de remarques, ce sont les combats, donc et plus spécifiquement dans le premier film de Denis Villeneuve, donc en 2021. Dans Dune, n'oublions pas, on en revient au combat avec des lames, des dagues et autres couteaux de combat, mais avec l'ajout de boucliers énergétiques individuels qui permettent de dévier les coups rapides, ainsi que les projectiles tels que les balles. Donc je pense que Dune pêche dans ce domaine pour une simple et bonne raison, c'est que les boucliers soient là ou pas, cela ne change rien ou pas grand-chose. À part quand il y a effectivement deux tirs, que ce soit sur Duncan ou que ce soit sur Duke Leto, avec un pistolet Mola et des dards empoisonnés, pardon. Donc là on voit l'intérêt du bouclier avec cette espèce de dard qui essaye de rentrer. Ça, c'était bien fait. C'était un des seuls aspects d'ailleurs, tiens à préciser, c'était un des seuls aspects des boucliers dans ce premier film qui valait la peine et qui était intéressant. Mais c'est les seuls, parce qu'après, dans tous les autres combats, c'est du combat lambda. Il n'y a rien qui soit notable, il n'y a rien qui soit remarquable. Je veux dire, on se demande pourquoi les boucliers sont là, la plupart du temps. Et donc, surtout quand vous avez en effet l'invasion des Harkonnen et des Sardaukar qui arrivent, les boucliers, pas boucliers, je veux dire, la vitesse des lames, elle est toujours la même. Donc, on voit pas du tout la différence. Alors, c'est pareil, je comprends, ça peut paraître un détail, c'était pas nécessairement le détail le plus important, mais enfin, il faut pas oublier tout un aspect assez légendaire. Duncan Idaho c'est un maître d'armes, c'est quelqu'un qui a une connaissance de l'utilisation des armes et des boucliers et de comment s'en servir au mieux, qu'on ne voit pas là. On ne voit pas, enfin, c'est pas tant qu'on a besoin de le voir avec lui, mais c'est qu'on ne ressent pas la technicité à ce point-là. Alors, je sais bien qu'il y a certains éléments. Et tout comme dans le film de... C'est pour ça aussi que je dis qu'il y a un aspect contrepoint du film de Villeneuve par rapport à celui de Lynch, c'est-à-dire que vous avez les mêmes scènes. Hein. Alors, attention, hein, je ne suis pas en train de dire qu'il y a une répétition. De toute façon, ces scènes sont dans le livre, donc il fallait les adapter. Et elles sont essentielles à la poursuite de l'histoire et de la narration. Donc, c'est pas, je ne suis pas en train de dire que... Mais on est obligé de faire la comparaison entre les scènes qu'il y a dans le film de Lynch. Enfin, on n'est pas obligé, mais on voit bien qu'il y a 40 ans qui sont passés et on voit, ok, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien, etc., etc. Enfin, on se pose ce genre de questions. Et effectivement, dans l'adaptation de Lynch, il y a des ajouts qui n'avaient absolument pas lieu d'être et qui n'ont pas été faits, en effet, dans l'adaptation faite par Denis Villeneuve. Mais néanmoins, ces espèces de boucliers pêchent un peu par leur manque réel d'effet protecteur dans un combat. Je vais m'expliquer un petit peu. Que les boucliers soient là ou pas, cela ne change rien ou pas grand-chose. Il y avait toute une chorégraphie à imaginer, individuelle ou collective. Hélas, rien de la sorte. Le combat au corps à corps fut le parent pauvre de la première partie de cette adaptation. Donc, il suffit de lire le livre pour se rendre compte que ce type de combat n'est pas évident et qu'il faut à tout le moins comprendre les engagements en corps à corps d'une manière presque intime pour comprendre ce qui peut être fait. Alors, petite suggestion personnelle au passage, la distance entre le porteur du bouclier et le bouclier lui-même aurait pu être étendue, et je pensais à 2 mètres environ, créant ainsi une bulle de protection. Éventuellement, les boucliers des deux parties adverses se mélangent lorsqu'il bouge suffisamment lentement, permettant ainsi à un adversaire de rentrer potentiellement dans la bulle de protection de l'autre et en portant des coups rapides cette fois-ci qui peuvent toujours être bloqués par la lame en face au passage, mais avec toujours quand même plus de chances de trouver leur cible puisqu'ils ne peuvent plus être ralentis par le bouclier. Voilà, puisque tout cet aspect-là, on ne le voit pas dans la première partie. C'est un poil plus présent, ouais, c'est un peu plus présent dans certains gros plans de la deuxième partie, donc le film qui est sorti en 2024, mais c'est beaucoup moins présent dans la première partie de 2021. Je vais dire partie 1 et partie 2 maintenant, parce que ça sera plus simple, parce que si à chaque fois je dois parler des dates, ça va devenir compliqué. Ce qui peut aussi signifier que différents boucliers auraient pu servir différemment. C'est une de mes déceptions.
Parce qu'en effet, vous pouvez avoir des boucliers mobiles à l'extérieur. Alors on sait très bien que ça attire les vers, etc. Mais dans certaines conditions, ça valait la peine éventuellement de pouvoir les mettre à l'extérieur, notamment dans les films de 2024. Au lieu que les Sardocars aient des boucliers individuels, ils auraient pu avoir plus ou moins des bulles de protection qui n'auraient pas changé grand-chose, mais on aurait pu voir des interactions. Enfin bon, bref. Effectivement, on rentre dans des détails avec des plans qui peuvent coûter très cher. Donc bon, bref. Ce sont juste des suggestions comme ça qui me viennent en tête, et qui me font surtout considérer que le modèle du bouclier individuel n'était pas nécessairement la chose la plus... Enfin, ça a été maintenu du premier film de la partie 1 à la partie 2, et c'était pas nécessairement peut-être la chose à faire. C'est un avis purement personnel, et c'est une de mes déceptions. Mais ce n'était pas nécessairement aussi ce qu'il y avait de plus important à adapter, c'est vrai, et c'est difficile de dire le contraire. Donc, alors ce n'est pas si grave, mais, et c'est, encore une fois, ce n'est pas, je veux dire, j'ai parlé de la scène avec Jessica, dans la fameuse scène, dans la fameuse, pardon, serre en intérieur dans la forteresse d'Arakin, qui ne demandait pas beaucoup de temps. Ça, c'est une scène que j'aurais apprécié voir, parce que je pense qu'il y avait quelque chose à faire avec la notion d'eau et de richesse que l'eau suggère, etc. Mais c'est pas non plus, enfin ces côtés de combat, c'est pas non plus ce qui m'a manqué le plus, quoi. Je veux dire, de toute façon, ce sont des gens qui vont s'écharper, point. Donc bon, à la limite, je comprends que faut passer vite sur le sujet. Mais néanmoins, je veux dire, sans trop vouloir insister, je vais insister quand même. S'ils avaient pu mettre l'accent un peu plus là-dessus, ça aurait été intéressant quand même. Voilà, c'était juste une aparté purement personnelle, et une opinion purement personnelle. Donc qu'est-ce qui m'a réellement manqué au-delà de ces aspects-là? Parce que ça, comme vous voyez, ce sont des aspects en fait qui auraient pu être choisis, on va dire, mais qui m'a réellement manqué dans Dune, partie 1 et 2, c'est du sous-texte. Et ça, c'est une évidence que c'est ce qui manque. Quand vous avez un millefeuille livresque et littéraire comme ça à disposition, avec autant de points de vue d'ordre philosophique, je veux dire, rien, je dis bien rien, n'empêchait l'intégration de sous-textes. 3 ou 4, il n'y avait pas besoin de faire, il n'y avait pas besoin d'en mettre tous les 10 minutes, mais du sous-texte qui permettait justement au film de suggérer beaucoup plus qu'il ne montrait. Parce qu'en l'état, et c'est ma critique essentielle, si tant est que ça soit une critique, en l'état, le film correspond à la formule informatique connue, Visivig, what you see is what you get. Et effectivement, l'effort a été mis, hein, l'accent, l'effort a été produit pour avoir une esthétique qui correspond à l'univers, avec les personnages, avec ce qui se dit, avec tout est, il y a un côté homogène qui est là et que l'on ne peut pas nier et qui vaut la peine. Mais dans ce que je dis en termes de what you see is what you get, c'est-à-dire que vous n'avez pas plus. Il n'y a pas de sous-texte, il n'y a pas de notion symbolique, de notion spirituelle, de notion philosophique. Et dans ce sens-là, c'est déjà, enfin, encore une fois, être en mesure d'avoir pu produire et développer cette esthétique sur plus de 5 heures de programme, c'est un accomplissement en soi, c'est indéniable. Parce que c'est la première adaptation à effectuer cela. Sachant que, enfin, il ne faut pas rêver, il y en aura d'autres peut-être dans 30 ans, peut-être avant, j'en sais rien, mais il y en aura. Donc je pense que cette esthétique-là, elle aura marqué, parce qu'elle est fonctionnelle sur un certain nombre de points. Il y a quelques petits détails éventuellement à revoir, mais il n'y a pas grand-chose en fait à rajouter ou à soustraire. Mais Dune est, comme je dis, Dune est un livre qui va bien au-delà des images qu'il est susceptible de générer, comme je l'ai exploré dans les différents podcasts sur la série de livres éponyme de Frank Herbert. Le contenu philosophique est important, 3 ou 4 éléments dans le film, même très brièvement, qui à tour de rôle nous auraient plongé dans une forme de sondage des profondeurs de l'âme humaine, auraient été les bienvenus. Et quand je pense à ça, je pense à des choses très simples, hein. Je pense à des choses puisque Denis Villeneuve, à plusieurs reprises, fait référence à Apocalypse Now de Francis Ford Coppola. Prenons par exemple la scène de surf, alors que des tirs de mortier sont effectués sur les positions américaines. Par exemple, le décalage que cela opère dans la tête des gens quand vous voyez des scènes comme ça, où c'est des scènes où vous êtes censé vous amuser, mais en même temps vous vous faites tirer dessus au mortier. Qu'est-ce que cela génère? On peut penser au film de Stanley Kubrick, avec le fameux casque de l'affiche où il y a écrit, il y a le symbole Peace and Love et il y a marqué en même temps Born to Kill. Alors, ok, ce sont des slogans, ok, ce sont des
des périodes spécifiques de l'histoire humaine, avec un conflit très particulier. Il y avait un certain nombre de symboliques au niveau graphique, donc forcément peut-être que c'était plus facile de montrer un certain nombre de choses. Mais je pense, je reviens sur cette notion d'eau, où l'eau aurait pu jouer un rôle plus important dans ce sens, justement. Avec cela, le film, très sincèrement, avec 4 ou 5, même 3-4, juste 3-4 sous-textes, le film aurait frisé la perfection. Globalement, personnellement, je suis quand même pas déçu, hein. Ce sont juste de petites choses qui peuvent avoir leur importance et qui m'ont manqué, en effet, parce que si j'avais eu ça, j'aurais dit, waouh, maestro, incroyable. Voilà, je veux dire, l'équivalent, effectivement, de Coppola quand il fait Les Parrains, quand il fait Apocalypse Now et ce genre de film, quoi. Je veux dire, il serait arrivé, Denis Villeneuve serait arrivé à ce niveau-là s'il avait pu rajouter 4 ou 5 éléments de sous-texte dans les deux films. Il n'y avait pas besoin de plus. Dire, en faisant référence à tous les éléments philosophiques, psychologiques auxquels Frank Herbert fait référence, sans nécessairement, il n'y avait pas de parti pris idéologique à faire, hein, parce que très souvent, ce sont des leçons d'ordre individuel, en fait, qui sont plus ou moins laissées à l'interprétation du public dans les livres. Mais s'il avait pu mettre ça dans les films, ouais, ça aurait été juste parfait. En pensant à Apocalypse Now, je me suis aussi remémoré la fameuse scène où vous avez un des gars qui est dans le... Donc je me rappelle plus les noms des personnages et vous m'en excuserez, mais un des gars qui se trouve dans le bateau, donc qui va à la poursuite du grand méchant loup, et qui, à un moment donné, se retrouve dans un hélicoptère avec une demoiselle, et puis il change de lieu où il y a une demoiselle qui est dans un cercueil, le cercueil qui s'ouvre. Enfin, il y avait tout un jeu là-dessus qui était... de symbolique vis-à-vis du désir, de la sexualité, du fait de vouloir se connecter à quelqu'un et en même temps d'être confronté à des choses comme la mort, la détresse, etc. Et la froideur que cela suppose aussi, alors qu'il y a en même temps une urgence de vivre. Enfin, et il y avait tous ces petits éléments d'Apocalypse Now. C'est pas juste l'image Apocalypse Now, hein. Il y a des plans qui sont magnifiques et bien sûr on est plein de gens à avoir été marqués par la qualité de ces scènes et l'utilisation de la musique pour générer un certain nombre de choses. Mais c'est pas que ça, il y avait d'autres choses dans Apocalypse Now qui étaient de l'ordre de la suggestion de thématiques qui étaient très très fortes et parfois extrêmement dérangeantes, hein. Donc voilà, je pense que avec ces aspects-là, j'aurais été, bon, alors on va dire sur 100%, je suis à 94-95% satisfait en tant que consommateur si quelqu'un des équipes de production a vent de ce podcast. Mais parfois les 5%, c'est pas rien, hein. Les 5% restants, on sait tous que sur les projets, enfin on sait tous, non on le sait pas tous, notamment ceux qui écoutent ce podcast, pour certains, parfois c'est pas les 90% d'un projet qui sont les plus compliqués, parce que vous êtes dans une machine, parce que vous êtes dans une routine. En fait, ce sont la dernière ligne droite, les derniers 10%, les derniers 5% qui sont compliqués, qui sont vachards, qui sont durs. Quiconque a écrit un scénario de film se rendra très vite compte que c'est pas d'avoir le premier jet qui compte, c'est de se remettre à l'ouvrage et d'affiner et raffiner et encore affiner les choses de manière à ce que ça soit le plus parfait possible, même si la perfection n'existe pas. Mais je tenais à revenir sur ce que je disais sur le fait qu'ils ont tenu à garder justement une ligne narrative et à se séparer de tout ce qui ne concernait pas cette ligne narrative. C'est que c'est quelque chose de tout à fait justifiable et de tout à fait compréhensible, et que si vous essayez de vous mettre 2 secondes à leur place, étant donné le côté touffu du livre, il valait mieux fonctionner comme ça que fonctionner autrement. Voilà. Je tenais juste à dire que le manque que je vois en termes de qualité, de suggestion de ce film, c'est le fait qu'il n'y ait pas de sous-texte et que ça aurait pu être intégré et pas nécessairement à un coût important, voire à un moindre coût, en fait. C'était juste quelque chose auquel il fallait penser peut-être bien avant. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. C'était l'exception, voilà, qui confirme la règle qu'ils ont suivie pendant la création, la production de ce film. Voilà. Alors, ce qui par contre m'inquiète un peu, ce sont les dernières déclarations de Denis Villeneuve, à savoir
que l'adaptation du Messie de Dune sera une exploration de la guerre, ? Alors ça m'a... Alors je comprends, c'est-à-dire que le bouquin, le Messie de Dune est 2 fois moins épais que le premier, donc il y a beaucoup de creux et beaucoup de choses que l'on peut mettre en place qui peuvent expliquer ce qui se passe également dans ce livre. Mais comment dire, ce n'est pas vraiment le sujet du livre. Le sujet du livre, la thématique essentielle du livre, traite de l'exploration du fanatisme religieux et des conséquences d'une guerre de religion. C'est de ça que ça parle. Alors, effectivement, si on montre un certain nombre de batailles via des flashbacks ou pas, ou des flash-forward, je sais pas, enfin, peu importe. Je veux dire, je comprends tout à fait qu'il faille montrer un peu plus pour essayer de montrer ce qu'est devenu ou ce qu'est en train de devenir le personnage de Paul Muad'Dib. Ça, je comprends parfaitement. Mais si vous voulez explorer la guerre, j'ai envie de dire que, en tant que cinéaste, vous n'allez pas pouvoir donner de leçons à qui que ce soit, à notre époque, là, à l'heure actuelle. Enfin, non seulement donner des leçons, mais ne serait-ce que donner un point de vue qui va illuminer les choses un peu plus qu'elles ne le sont aujourd'hui. Je veux dire, c'est pas très compliqué. Vous allez faire un tour sur certains channels qui sont présents sur Telegram, et alors là, vous allez être servi, que ce soit vis-à-vis de ce qui se passe en Ukraine ou au Moyen-Orient depuis l'an dernier, la guerre, elle est explorée tous les jours, dans ses changements, ses modalités et les victimes qu'elle génère, qu'elles soient innocentes ou pas. C'est-à-dire que comment la guerre est en train de changer, quels sont ses effets, qu'est-ce qu'elle produit, on le voit. Ça fait 2 ans qu'on ne voit que ça. Je suis pas, à titre personnel, je suis pas certain que dire que le sujet du Messie de Dune c'est la guerre, c'est un peu du bis repetita de ce que l'on voit déjà dans l'actualité. Donc autant dans les films qui ont été produits précédemment, ça faisait que souligner l'ambiance dans lesquelles nous nous trouvons à l'heure actuelle, je pense pas qu'il y ait besoin d'une double signature. Je ne dis pas qu'il ne faut pas montrer des conflits armés, je ne dis pas que ça ne va pas illustrer le propos, je dis juste qu'à mon avis, il va falloir peut-être faire un peu attention à la manière de le montrer, parce que, je veux dire, de toute façon, ce sont des films, ils doivent être vus par le plus grand nombre, donc en même temps, on ne peut pas tout montrer, c'est très clair, et en même temps, on est aussi censé montrer quelque chose. Enfin, un cinéaste est censé montrer un certain nombre de choses. Donc, je pense que c'est délicat. Je pense que c'est vraiment délicat. Parce que la guerre, elle est explorée tous les jours, comme je le disais, voilà. Et que ouais, vous allez rien montrer. Enfin, par rapport à la réflexion qu'il a eue, je pense pas qu'il soit en mesure de montrer quelque chose. Surtout que, si on prend sa filmographie précédente, il a déjà montré, pas nécessairement des conflits armés massifs fonctionnent, mais des conflits armés localisés fonctionnent. Donc on a une petite idée de ce qu'il est susceptible de montrer aussi. Donc le Messie parle des conséquences d'un conflit massif, d'un génocide, et de tout cela donc. Et montre à titre individuel, et montre à titre individuel pour Paul, et à titre collectif pour la civilisation humaine dans son ensemble, qu'est-ce que cela suppose, qu'est-ce que cela engendre sur les individus et sur le collectif. Et j'espère bien que c'est ça qui aura la primauté, parce que le conflit que l'on ne voit pas dans le livre, c'est ce qui influent les personnages par la suite et qui les font changer de manière absolue. Alors, comme je l'ai dit, et comme je vais me répéter, je n'ai bien entendu rien contre le fait de voir des combats ou batailles, mais est-ce vraiment l'essentiel de ce qu'il y a dans ce livre? Point d'interrogation. Même si, en effet, il est moins dense, que le premier, les notions de transformation culturelle, les notions de Gola importantes, donc de clone, donc les notions de mémoire aussi qui est clonée, n'auront-elles pas tout autant d'intérêt? Je pense qu'il faut penser à ces aspects-là, parce que c'est pas juste ça, le Bene Tleilax aussi est très important, il y a beaucoup d'importance dans cette intrigue, même si c'est une intrigue de cours, et même si on voit pas beaucoup de choses en effet, et même s'il faudra certainement rajouter des éléments pour justifier l'intrigue de cours, mais le Bene Tleilax a beaucoup d'importance, ce sont des métamorphes, donc des danseurs visages. Enfin, il y a un danseur visage, Cital, qui a de l'importance, donc, et qui a une importance vitale dans l'intrigue. Comment passer à côté, quoi? Je veux dire, je sais bien que dans les annonces qui sont faites, il y a des choses qui ne sont pas dites pour leur donner des munitions et qu'ils puissent travailler de manière paisible. C'est-à-dire qu'ils disent des choses, on va parler de ça, et ils oublient de parler d'autre chose pour justement surprendre les spectateurs quand ils auront l'occasion, spectateurs et spectatrices quand ils auront l'occasion de voir le film en question. Mais à mon avis, le Gola a
et les notions de clonage ont beaucoup d'importance. Le danseur visage a beaucoup d'importance. Faire une exploration du Bene Tleilax, parce que c'est pareil, le Bene Gesserit, on en voit très peu là, on voit très très peu de choses. Et je pense aussi que en rester au Messie de Dune vaut la peine. C'est-à-dire que, je suis pas, encore une fois, je suis pas en train de dire qu'il faut pas ajouter un certain nombre de choses par rapport à la taille du livre. Ce que je veux dire par contre, c'est ne pas déborder sur les enfants de Dune. À mon sens, ce sera plutôt important. C'est-à-dire que parce qu'il y a un certain manque de choses dans le Messie de Dune, déborder sur les enfants permettrait de rattraper les choses. Et je pense pas que ça soit... Enfin, c'est un avis purement personnel, hein, c'est une opinion purement personnelle en effet, mais je ne pense pas que ça soit le plus utile. Par contre, développer le Bene Tleilax et les danseurs visage, développer tous les aspects technologiques, enfin tous les aspects de biotechnologie qu'il utilise, avec tout le côté froid dans le dos que cela peut susciter, d'autant plus qu'on n'a plus les Harkonnen là, donc il nous faut d'autres antagonistes. Je veux dire, la révérende Hélène Gaius Moyam, je veux dire, c'est pas vraiment c'est pas vraiment l'intrigue de cours qui va se produire. On peut tout à fait la comprendre, et elle est tout à fait compréhensible dans le cadre du livre, ça peut tout à fait se comprendre dans le cadre d'un film, et je pense qu'on sera tous d'accord, tous ceux qui connaissent bien ces bouquins, pour se dire que ça ne suffit pas pour faire l'entièreté d'un film. Mais explorer le Bene Tleilax un peu plus avant, là ça vaut le coup. À mon avis, ça vaut le coup. Parce que ça va permettre de justifier qui sont ces antagonistes. Si on se retrouve sur la planète du Bene Tleilax, à comprendre 2 ou 3 choses vis-à-vis de la manière dont il fonctionne, ouais, ça vaut le coup. Parce que ça permet de justifier, ça permet aussi de placer les navigateurs également. On les a pas vus dans les 2 premiers films. Ça permet de les placer d'une certaine manière. Et ça permet de placer l'échange nécessaire d'épices avec les navigateurs. Donc ça permet en effet de renforcer l'intrigue, sachant que le Bene Tleilax existe toujours. Donc ça veut dire qu'ils ne se sont pas... Alors c'est une guilde, donc ce sont des gens qui suivent un credo particulier et qui suivent des technologies et un avancement dans l'humanité en particulier. Ils n'ont pas été détruits par l'empereur. Ils n'ont pas été détruits. Donc s'ils n'ont pas été détruits, c'est qu'ils ne correspondaient pas à une menace. S'ils ne correspondaient pas à une menace, c'est qu'ils n'ont pas cherché à contrer l'empereur. Pour X, Y raisons qui sont les leurs, bien sûr, mais ça vaut la peine, et les navigateurs, c'est pareil, c'est un point d'appui important. L'épice est importante, mais sans les navigateurs, il n'y a pas de commerce. Alors, je veux bien que le commerce est ralenti, je veux bien qu'il y ait eu des famines, je veux bien qu'il y ait eu ce genre de choses, mais voilà, je pense que l'accent sur la guerre, à mon avis, serait une facilité qu'il vaudrait mieux éviter. Et c'est un avis, encore une fois, bien sûr, purement personnel. Je ne suis pas dans le sein des saints, je ne prétends pas savoir ce qu'ils vont faire. Donc, je tiens juste à être agréablement surpris, c'est évident, comme tout le monde. Voilà, donc j'espère que le petit tour que j'ai effectué de ces différentes adaptations aura su vous intéresser d'une manière ou d'une autre. J'espère que vous avez eu une bonne écoute de ce podcast, que vous avez passé un moment intéressant en tout cas. Et je vous dis à très bientôt sur le canal de Sabiopod. Au revoir.